Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue à ce forum, Investir dans la paix et la prévention de la violence au Sahel-Sahara, la voix de l'Afrique. Je m'appelle Youssef Mahmoud, conseiller principal ici à IPI et modérateur de cet événement. Si vous m'entendez parler le français pour la première fois, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes bien ici, là où vous devriez être. À ceux ou celles qui ne maîtrisent pas le français ou l'anglais, comme vous l'avez dû remarquer, on a prévu une interprétation simultanée dans les deux langues. Ce sera chaîne 1 pour l'anglais et chaîne 2 pour le français. Again, channel 1 for English and channel 2 for French. L'événement qui nous réunit aujourd'hui fait suite à la 3e édition des conversations régionales qui sont tenues à Alger les 24 et 25 juin dernier, à laquelle ont pris part une centaine de participants provenant de pays de la région sahélo-saharienne, de l'Afrique du Nord et d'ailleurs. Ces conversations qui sont tenues à Alger avaient pour but d'échanger sur les voies et moyens de prévenir la violence qui continue de ravager ces régions et d'identifier les bonnes pratiques qui s'inscrivent dans une perspective de prévention et de pérennisation de la paix. Les résultats de nos délibérations sont présentés dans un rapport que nous avons dû rendre disponible en 3 langues, anglais, arabe et français, et que vous avez sans doute dû apercevoir à l'entrée de la salle. Ces conversations régionales émanent de la ferme conviction que tout effort de prévention ne peut s'inscrire dans la durée que s'il est bien approprié au niveau local et national, ancré dans un contexte régional ou transfrontalier et bien appuyé au niveau international. Une approche à 3 cercles concentriques qui a fait ses preuves surtout lors de la dernière édition d'Alger. L'objectif de ce forum d'aujourd'hui est de permettre à quelques acteurs du terrain qui ont pris part aux conversations d'Alger de nous faire part brièvement de leurs appréciations de ces conversations en mettant l'accent sur une ou 2 recommandations qu'ils estiment peuvent être mises en œuvre, soit par eux-mêmes, dans le cadre de leur sphère d'activité respective, soit en faire un plaidoyer auprès d'autres acteurs qu'ils jugent les mieux placés pour les mettre en œuvre. Comme vous pouvez le remarquer, dans les sketchs biographiques qui vous ont été distribués dans le document en bleu que vous avez sous la main, nous estimons avoir rassemblé un panel d'intervenants distingués. Avant de leur donner la parole, je vais d'abord me tourner vers nos 2 partenaires principaux qui ont accompagné IPI dans la conception et l'exécution de cette initiative 3 années durant. Et je commence par mon frère et ami, son Excellence, M. Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Après, je donnerai ensuite la parole
à M. Dominique Favre, représentant permanent adjoint de la Suisse auprès des Nations Unies. Je saisis cette occasion pour remercier la Suisse pour le soutien financier et organisationnel qu'ils ont bien voulu fournir à ce projet depuis ses débuts. Et sans tarder, c'est mon plaisir de donner, et mon honneur de donner la parole à mon frère Mohamed Ibn Shambas. Excellence. Thank you very much, Ambassador Mahmoud. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends, I would like to express my gratitude and appreciation to the International Peace Institute and the federal government of Switzerland for our ongoing partnership. In the past few years, we have worked in tandem to deepen our knowledge about the causes and drivers of violent extremism in West Africa and the Sahel. Understanding the root causes is essential for investing in long-term peace. I believe we have come a long way in this regard. Today, we're here to discuss the outcome of the third regional conversation on the prevention of violent extremism, which was organized in Algiers last June, as you've been informed by Ambassador Mahmoud. I wish to congratulate and commend the government of Algeria for a highly successful event. I was impressed by the caliber of the participants and the commitment to take action, and we're especially grateful to Minister Misael, who personally opened this important meeting in Algiers and hosted us in the very beautiful Ministry of Foreign Affairs building. The Algiers meeting raised a number of important issues. In the next few minutes, I will highlight a few of them that resonate with the mandate of the office that I lead, the UN Office for West Africa and the Sahel. I'll also say a few words about what UNOWAS is doing in the area of prevention of violent extremism. Regarding some highlights from the Algiers meeting that resonate with UNOWA's mandate, let me note the following. First, there's a pressing need to foster space for dialogue in all its forms. This pertains to dialogue at the local level, between the population and the state, as well as between communities and defense and security forces. As partners, we need to define how we can best support governments in promoting the concept of living together for peace. Vivre ensemble en paix. Notably in marginalized areas, be it in urban or rural spaces. More investment is also needed to establish codes of conduct for defense and security forces, to build confidence between these forces and local communities, as well as to enforce strict compliance to international human rights standards in security operations. Second, there is a need to redouble our efforts to include women and youth in the development and management of violent prevention initiatives. For this to be effective, women and youth need to participate both at the planning stage and during decision-making processes. These planning processes also have to be inclusive and consider participation from all concerned ethnic, religious, and socio-economic groups. Third, there's a need to acknowledge that security approaches alone cannot bring about peace. Security, development, and human rights are interlinked. We know today that exclusion, poverty, and social injustice often drive young people towards radicalization. To counter this,
we need to offer alternative income-generating activities and bring social services to these communities where the presence of the state is weak or absent. Fifth, there's a need to acknowledge that violent extremism is contextual. It is tempting to see the Sahel as one homogeneous entity facing the same challenges and requiring the same responses. But while there are multiple similar characteristics in terms of geology, history, demographics, economics, and social circumstances, there are also many differences. The more we listen to local communities, the better we become at shaping targeted solutions and building partnerships with local communities rather than imposing externally defined solutions. Finally, we need to assist governments in the region to nurture and promote counter-narratives to radical discourse. As spelled out in the Secretary General's Plan of Action to Prevent Violent Extremism, narratives of grievance, actual or perceived, injustice, promised empowerment and sweeping change become attractive where human rights are being violated, good governance ignored, and aspirations crushed. Extremist and jihadist groups such as ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram justify their movements through a set of arguments designed to attract support, often among the youth. Research has shown that the anti-establishment discourse of many extremist groups can be seductive when promises of social progress remain unfulfilled. Countering these narratives requires a need for dialogue at all levels, as well as fair and impartial media reporting. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends, before concluding, let me mention two areas where my office, UNOWAS, is active with regard to the prevention of violent extremism. The first area concerns women, peace, and security. Building on relevant Security Council resolutions, UNOWAS co-organized a high-level event in April this year on women, violence, and extremism in West Africa and the Sahel, building on regional and international response. The event was a joint initiative with ECOWAS, G5 Sahel, the MRU, that's Mano River Union, UN Women, UNOCT, the Working Group on Women, Youth, and Peace and Security in West Africa and the Sahel, and many other UN partners. The event resulted in the adoption of a Dakar call for action, quote, calling on the states and government of West Africa and the Sahel to take effective measures to systematically involve women in all initiatives aimed at preventing violent extremism and countering terrorism, end of quote. UNOWAS is now engaged in follow-up actions to this Dakar call. The second area where UNOWAS is engaged in terms of the prevention of violent extremism is support to regional organizations. Just to mention that in recent years, UNOWAS has, for example, supported several G5 Sahel initiatives, including the operationalization of the G5 Sahel's regional cell on the prevention of radicalization and violent extremism, and the G5 Sahel's early warning mechanism. In the Lake Chad area, UNOWAS assisted with the organization of a forum bringing together governors of all 4 countries affected by the Boko Haram crisis in Maiduguri to discuss issues pertaining to the activities of violent extremist groups, and in particular, how to prevent
violent extremism and radicalization. In conclusion, I want to reconfirm once more my personal commitment to continue this fruitful dialogue and on the prevention of violent extremism and which my office started together with partners such as IPI and with the general support of the Swiss government, which I have already acknowledged and which we continue to appreciate. Following initial discussions in Algiers, we would plan to co-organize as a next step a conference with IPI and other partners, such as in particular the ECOWAS, under the theme of living together for peace, and notably drawing lessons learned from the Algerian path. Given the importance of finding durable solutions to the scourge of radicalization and violent extremism leading to terrorism, which today takes a heavy toll in West Africa and the Sahel, I look forward to continually contribute to this important initiative and for us to carry forward our very fruitful partnership. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Ambassador. 4 important messages. Inclusivity in the search of a solution. 2, we must address governance deficits as one of the main drivers. 3, the creation of economic incentives for prevention, particularly in marginalized areas. Treat communities as partners. But also, thank you for also bringing to our attention what you have done before and what you're planning to do in pursuit of this agenda. And I very much look forward to cooperating with you with a follow-up on this conference on living together for peace. Thank you very much. Sir, you have the floor. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ambassadeur, chers partenaires, excellences, chers invités, c'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement suisse pour ouvrir cette table ronde. Pour la 3e année, en effet, mon pays s'est engagé avec ses partenaires de l'Institut international pour la paix, le Bureau de Dakar des Nations Unies et le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme de l'Union africaine dans la poursuite de cette initiative appelée Conversation régionale pour la prévention de l'extrémisme violent, dont la 3e édition s'est tenue à Alger en juin dernier. Après Dakar en 2016 et N'Djamena en 2017, nous avons donc fait une étape nord-africaine pour cette initiative qui a bénéficié également à cette occasion du soutien du gouvernement algérien. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Les organisateurs ont reçu dans cette si belle ville un accueil chaleureux et enthousiaste, et la centaine de participations qui s'y sont retrouvées s'en souviendront aussi certainement. Cette initiative a été lancée alors que s'engageaient ici, à New York, les discussions en vue de placer la prévention de la violence et des conflits en haut de l'agenda des Nations Unies. L'importance de la prévention de l'extrémisme violent n'a pas diminué depuis. Nous espérons que cette initiative aura activement contribué et continuera à traduire cet agenda en actions concrètes dans l'espace sahélo-saharien. En prenant en compte les réalités qui affectent le quotidien de tant d'hommes et de tant de femmes et celui de nos partenaires dans la région. Nous voudrions donc partager aujourd'hui avec vous les principaux résultats de cette 3e étape des conversations. Celles et ceux qui ont pris part directement s'exprimeront tout à l'heure. Ils sont là, merci beaucoup. Et je me contenterai donc de relever quelques faits marquants de cette initiative. En premier lieu, il n'est pas inutile de rappeler que pour faire de la prévention, il faut comprendre ce qui mène des individus et des groupes à cette violence extrême, pour pouvoir agir sur les causes mêmes qui la suscitent et souvent l'entretiennent. Il n'est pas suffisant de gérer les conséquences, il faut réellement une volonté politique affichée et une action quotidienne pour construire la paix et transformer les racines de la violence, sans quoi les mêmes causes risquent de continuer à donner les mêmes effets. En deuxième lieu,
Il n'est pas facile de s'engager dans cette voie lorsque la violence parle au quotidien. Il est bien souvent plus facile de répondre à la violence par la violence. Il est donc réjouissant de constater que l'approche de prévention et le fait que la réponse doit non seulement venir des États, mais de tous les acteurs impliqués, sont autant d'éléments qui ont gagné en reconnaissance depuis le lancement de notre initiative. L'effort de prévention repose en effet sur la notion de partage et d'inclusion. Hélas, il y a bien souvent des obstacles institutionnels ou même culturels à une gestion partagée de la paix et de la sécurité. D'une part, à cause d'un dialogue insuffisant entre gouvernants et gouvernés, d'autre part, à cause de la méfiance qui s'est souvent installée entre ces derniers, notamment du fait de l'absence de l'État ou alors de sa présence intrusive. Pour renverser la vapeur, nous devons donc continuer à encourager le dialogue et créer des passerelles entre les représentants étatiques, les citoyennes et les citoyens. La rencontre d'Alger, notamment, a conforté le bien-fondé des conversations sahélo-sahariennes qui continuent de représenter, à notre avis, un espace de dialogue unique que nous nous devons de soutenir. Nous y avons notamment constaté qu'il était urgent de sensibiliser des leaders politiques au plus haut niveau afin que cesse la spirale de la violence. Mesdames, Messieurs, les principales recommandations de la rencontre d'Alger figurent dans le rapport rendu public aujourd'hui et dont vous pouvez disposer. Nous en retenons tout particulièrement la nécessité de poursuivre le plaidoyer pour que cette approche de prévention trouve sa place. Le rapport souligne par ailleurs la nécessité de favoriser tous les espaces de dialogue à travers lesquels la cohésion sociale et le lien entre la société et l'État peuvent se renforcer. Cela peut notamment se faire en insistant sur le dialogue nécessaire entre les forces de défense de sécurité avec, par exemple, les responsables politiques, les communautés, les citoyens, le secteur privé ou la société civile. Il est par ailleurs important, ou je dirais même crucial, de favoriser davantage la participation des femmes et des jeunes dans le développement et la mise en œuvre d'initiatives de prévention de violence. Enfin, ce que nous retenons aussi du rapport, c'est cet appel de placer la culture, la citoyenneté et l'éducation au cœur des dispositifs de prévention de l'extrémisme violent. Nous sommes convaincus que la prévention commence par un encouragement aux initiatives qui proposent des alternatives à la violence. C'est ce que mon pays, la Suisse, mais c'est ce que vous toutes et tous ici présents faites, de manière active, grâce notamment à votre participation à ces conversations régionales pour la prévention de l'extrémisme violent. Voilà, j'en arrive à la conclusion de mon côté. On va laisser parler les gens qui connaissent vraiment bien le sujet. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis des débats qui vont suivre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Favre. Merci beaucoup d'avoir bien voulu partager avec nous les grandes conclusions de cette rencontre à Alger. J'espère que ça vous donne tous et toutes l'envie de parcourir ce rapport. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez surtout relevé au relatif à l'implication des femmes et des jeunes, pas seulement dans l'exécution des politiques, mais le développement de ces politiques en amont. J'ai également apprécié votre appel et ce qu'on avait discuté à Alger, que la réponse violente aux violences a des limites très claires et que la prévention partagée, la gestion partagée, comme vous le dites, de la paix et de la sécurité s'impose. Donc, je vous remercie de votre contribution. Comme vous le voyez dans votre programme, on a à présent 5 intervenants. Le cinquième, l'avant-dernier sur votre liste, M. Mohamed Anako, n'a pas malheureusement pu se joindre à nous pour des raisons multiples et je le remercie de se mettre disponible de loin, de Agadez, n'est-ce pas? M. Anako, vous m'entendez? Alors, vous pouvez mettre votre microphone, comme ça je vais tout de suite vous donner la parole. Donc, je vous entends. Très bien, excellent. Et donc, comme c'est écrit dans votre, et avec la permission de
son Excellence l'ambassadeur Riach. Je vais lui donner d'abord la parole, risque de le perdre vu les imprévisions. Et donc, sans tarder, c'est mon plaisir et honneur de donner la parole à M. Mohamed Anako, président du Conseil régional d'Agadez de Niger, qui et sans tarder, je vais lui donner la parole pour sa contribution. Vous avez la parole, M. Mohamed. Merci, Mahmoud. D'abord, je salue tous les participants. Je salue mon frère, notre grand frère Mohamed Ibn Chambas, que je vois là-bas. Je salue les représentants du gouvernement suisse et des affaires étrangères suisses. Je salue les organisateurs. Je salue aussi la technologie qui m'a permis d'être en contact avec vous en ce moment. C'est vraiment un honneur pour nous de nous exprimer par rapport à cette problématique qui est donc la prévention donc, de l'extrémisme violent dans la zone sahélo-saharienne. Vous l'avez dit vous-même, j'ai suivi les deux intervenants qui m'ont précédé. Ils ont bien situé le contexte. À Alger, donc les troisièmes conversations régionales d'Alger nous ont permis de voir beaucoup plus clair. Moi, mon souhait, très sincèrement, c'est d'aller très vite pour faire arrêter la violence. Quand je prends l'exemple donc de mon pays, donc le Niger, donc à Agadez, par exemple, on a mis en place des outils qui nous permettent de prévenir certains conflits, souvent qui peuvent renforcer l'extrémisme violent qui est dans cette sous-région. On a mis en place un comité de paix qui est chargé donc, de régler tous ces problèmes-là en amont. Aujourd'hui, les problèmes auxquels on est confronté, en tout cas dans notre région, c'est le problème de la migration. Au niveau de notre région, ici à Agadez, vous n'êtes pas sans savoir que la migration a toujours constitué chez nous ici l'une des principales activités économiques. Depuis le XIe siècle, depuis les caravanes, Agadez a toujours été un carrefour, donc des civilisations, d'échanges commerciaux, etc. Aujourd'hui, on est confronté à la loi qui interdit donc cette migration. Et il faut dire que l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, le plaidoyer que nous voulons que vous fassiez, ça rentre toujours dans le cadre, bien sûr, de la prévention, parce que la prévention, c'est quoi? C'est de faire en amont, d'empêcher quelque chose qui risque de venir, qui risque d'encourager la violence. Donc, c'est cette jeunesse-là, aujourd'hui, qui risque de se retrouver sans travail, sans espoir, sans avenir. Donc c'est pour cela que nous avons toujours demandé, en tout cas à nos partenaires, surtout nos partenaires européens, de mettre la main dans la poche pour effectivement gérer donc, les conséquences de cet arrêt de la migration. Nous avons soumis ici, nous, au Conseil régional d'Agadez, un plan de reconversion de tous ces acteurs-là qui vivaient de la migration. Donc il faut qu'ils aient une alternative. Malheureusement, il n'y a pas cette alternative encore. Et l'inquiétude que nous avons peur que cette jeunesse ne soit enrôlée dans certains réseaux de trafic de tout genre, jusqu'au terrorisme. Donc voilà un peu le premier plaidoyer que nous souhaiterions en tout cas que vous fassiez. Le deuxième plaidoyer, donc, c'est maintenant par rapport à la situation qui prévaut dans les zones transfrontalières.
Monsieur Anako, je me permets de vous interrompre. Faites votre deuxième plaidoyer, le dernier, parce que le temps passe. Merci. Merci. Donc, le deuxième plaidoyer, c'est créer les conditions pour un dialogue. La violence a fait ses limites. Donc, il faut créer les conditions pour aller à un dialogue vers ces soi-disant terroristes, parce que parmi ces terroristes, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas engagées dans le terrorisme. C'est des gens simplement qui ont adhéré au terrorisme parce que peut-être ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes de subsistance. C'est des gens qu'on peut facilement déconnecter de ces réseaux terroristes. Donc vraiment, moi, c'est le plaidoyer que j'ai fait. Il faut qu'au niveau politique, le niveau politique de ces États-là fasse en sorte que il faut un peu affaiblir les réseaux terroristes en déconnectant tous ces jeunes-là qui sont avec eux. Donc voilà un peu, moi, le plaidoyer que j'étais à faire. Merci. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Anako. J'ai vraiment pris bonne note surtout du premier point qui est faire la prévention en amont. Arrêter un problème lié à la migration est une chose, mais les reconvertir à faire autre chose est une autre chose. Et donc ça, c'est un sujet qui certainement va nous interpeller. Et j'ai bien noté également l'importance d'utiliser le langage avec beaucoup de discrimination, qui sont les terroristes et qui ne sont pas les terroristes. Je vous remercie. Maintenant, c'est un grand plaisir de donner la parole à notre prochain intervenant. Il s'agit de son Excellence Monsieur Riach, ambassadeur conseiller au sein du cabinet du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, comme vous l'avez entendu, le pays hôte des troisièmes conversations, et à qui je réitère ici tous nos remerciements pour l'accueil chaleureux que le gouvernement algérien nous a réservé tout le long de notre séjour. Je vous donne la parole, Excellence. Merci, Monsieur le Président de la séance. Monsieur Mahmoud, Président de séance. Monsieur Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Monsieur le représentant permanent adjoint de la Suisse, Excellences, Mesdames, Messieurs. À la demande de la Confédération suisse, mon pays a été honoré d'abriter le 24 et le 25 juin 2018 les troisièmes conversations régionales consacrées au thème de l'investissement dans la paix et la prévention de la violence au Sahel-Sahara. L'Algérie s'est associée à cette manifestation en raison de l'importance qu'elle accorde au thème débattu, à l'espace ciblé, l'Afrique de l'Ouest, et surtout aux objectifs assignés, à savoir contribuer à la dissémination de la culture de la paix et du vivre ensemble. Je tiens à cet égard à réitérer aux organisateurs nos remerciements pour la confiance placée en mon pays et à les féliciter pour le succès de cette manifestation. C'est donc en ma qualité de représentant du pays hôte de cette importante manifestation que j'ai été invité par les organisateurs à prendre la parole aujourd'hui. Il m'a été demandé de dire quelques mots sur l'expérience algérienne en matière de déradicalisation et de promotion de la culture de la paix et de partager mes appréciations sur quelques-unes des nombreuses et pertinentes conclusions auxquelles ont abouti ces troisièmes conversations régionales. S'agissant de mon pays, je dirais qu'il est aujourd'hui un îlot de paix et un facteur de stabilité dans une région menacée d'instabilité par les crises, les conflits, l'extrémisme violent, le terrorisme, la pauvreté et même les dérèglements climatiques. La tragédie nationale qui a failli emporter mon pays dans les années 90 a été surmontée avec succès grâce à la combinaison de politiques courageuses fondées sur un certain nombre de valeurs et de principes cardinaux que j'évoquerai brièvement.
Premièrement, la conviction ferme que la lutte contre le terrorisme ne peut réussir que si elle est menée en conformité avec la loi et dans le strict respect des droits de l'homme. Deuxièmement, l'attachement aux vertus du dialogue pour la résolution des divergences et le règlement des crises et conflits, partant de la conviction que la solution est politique et non militaire. En Algérie, l'offre de dialogue a toujours été soumise à la condition du respect par tous de la Constitution et des lois de la République. Troisièmement, le recours aux politiques de concorde civile et de réconciliation nationale consistant, comme vient de le dire le représentant du Niger, consistant à mettre fin à l'effusion de sang en ouvrant aux personnes engagées dans les rangs des groupes terroristes des portes de retour et de réintégration dans la société, ceci à travers un ensemble de mesures de clémence entre exonération de poursuites, remise de peine et indemnisation, en excluant toutefois les personnes impliquées dans les situations de viol, de massacres collectifs et d'usage d'explosifs dans les lieux publics. Ces politiques ont permis à des milliers de repentis de réintégrer la société, au pays de retrouver la paix et la stabilité et de réduire le terrorisme à un niveau résiduel que l'État et le peuple ne sous-estiment d'ailleurs pas et qu'ils continuent à combattre à ce jour. Cette politique renforce aujourd'hui les leviers du vivre ensemble en paix que l'État encourage par de multiples mesures, y compris à l'échelle internationale. Quatrièmement, la conviction que la démocratie constitue l'antidote au discours extrémiste et sectaire. Chaque révision constitutionnelle a pris en charge la quête de la société pour plus d'espace de droit dans des domaines aussi variés que l'indépendance de la justice, les droits de l'homme, les droits de la femme, la liberté d'association et d'expression, la liberté de culte et de croissance, etc. Cinquièmement, la mise en œuvre d'une politique de déradicalisation multisectorielle associant tous les acteurs publics et privés axés sur la lutte contre le discours extrémiste et sectaire et contre les facteurs de marginalisation, d'exclusion ou de stigmatisation politique, économique, culturelle, sociale ou encore contre l'injustice sociale et les inégalités sociales. Mesdames, Messieurs, s'agissant du second volet de cette intervention, à savoir les riches conclusions des troisièmes conversations régionales pour la prévention, je me limiterai à faire 3 commentaires. Le premier pour dire que ces conversations ont constitué une heureuse initiative qui vient offrir un nouvel espace de partage de réflexion et d'analyse à des partenaires venant de pays et d'horizons qui n'ont souvent pas l'occasion de le faire, en dépit du fait qu'ils soient tous confrontés à des défis similaires. Le second a trait à la complexité à la fois des situations générées par les phénomènes de la radicalisation et de l'extrémisme violent en Afrique et à la complexité des solutions qui doivent être trouvées souvent dans des contextes nationaux aux réalités spécifiques et aux capacités et ressources souvent également limitées et contraignantes. Plus que toute autre région dans le monde, l'Afrique et sa bande sahélo-saharienne sont aujourd'hui les espaces les plus ciblés par les campagnes de radicalisation et par la menace terroriste. Comme souligné dans les conclusions des troisièmes conversations régionales, la réponse repose aujourd'hui dans le développement par chaque pays de stratégies multisectorielles, inclusives, de tous les secteurs et de tous les acteurs publics et privés. Les efforts consentis en ce sens par les pays africains concernés nécessitent d'être activement et concrètement soutenus par toute la communauté internationale, et ce, au nom du principe de l'indivisibilité de la sécurité, que la globalité de la menace terroriste et les attentats commis en différentes régions du monde
confirme régulièrement. La troisième observation a trait à l'importance donnée à la nécessité de recourir à des moyens pacifiques et non militaires uniquement dans la prévention de la radicalisation et dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ces moyens consistent à agir à la base sur la cause qui génère la violence, à favoriser le dialogue, le respect mutuel, la tolérance, la modération, l'esprit du pardon ainsi que la réconciliation, à construire et à renforcer la cohésion sociale et la confiance entre l'État et les populations, à associer à cette lutte les différents segments de la société, en particulier les femmes, les jeunes et les familles, et à y impliquer pleinement les médias dans leur diversité, ainsi que l'école ou encore les institutions culturelles et cultuelles. En fait, il s'agit de renforcer la logique de l'inclusion et de développer les fondements du vivre ensemble et surtout du vivre ensemble en paix. Cette préoccupation transparaît clairement à travers le compte-rendu et les conclusions de ces troisièmes conversations régionales et j'en suis heureux. En conclusion, je félicite les organisateurs de ces conversations et leur renouvelle l'intérêt et l'appui à ce genre l'intérêt et l'appui de l'Algérie à ce genre d'initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de notre propre démarche et je vous remercie pour votre aimable attention, Monsieur le Président. C'est nous qui vous remercions, Monsieur l'ambassadeur. Les messages forts et clairs qu'il incombe à plusieurs autres États de suivre nous interpellent. Vraiment, je vous remercie. Ce qui m'a frappé pour avoir participé à cette réunion, c'est que l'Algérie ne traite pas la paix comme une exception et que la dissémination de la culture de la paix et de vivre ensemble est l'objectif ultime. J'ai beaucoup apprécié de nous avoir interpellé l'importance d'ouvrir des portes de retour à la société civile au repenti. C'est fondamental. L'autre message qui a certainement attiré mon attention et que je retiens, c'est que la démocratie participative et le développement inclusif sont les moyens les plus efficaces de la prévention en amont de ce fléau-là. Je vous remercie, Excellence. Comme je suis entouré de 2 femmes, il est grand temps que je donne la parole à une d'elles. Et c'est mon grand plaisir de donner la parole à Dr Lauriane Terrou-Benoni, qui est la directrice du bureau de Dakar de l'Institut Institute for Security Studies. Lauriane. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et nombreuses qualités, je souhaiterais d'abord remercier les organisateurs d'avoir à nouveau associé l'Institut d'études de sécurité à cette conversation sur la prévention de l'extrémisme violent. Comme vient de l'indiquer Mahmoud, je dirige le bureau de Dakar de l'ISS qui couvre donc l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. C'est une organisation africaine qui cherche à promouvoir la sécurité humaine par de la recherche indépendante, de l'appui technique, du renforcement de capacités. Et je dis ceci parce que je prends la parole ce midi de la perspective qui est la mienne, c'est-à-dire celle d'un centre de recherche, celle d'un think tank, qui mène depuis de nombreuses années de la recherche sur les problématiques de l'extrémisme violent dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que malgré les efforts consentis par les différents gouvernements, malgré les nombreuses réponses qui sont en train d'être élaborées, le nombre d'attaques dans cette région s'est multiplié. Les groupes extrémistes violents visent des cibles de plus en plus ambitieuses. Le champ d'action de leurs opérations s'étend, étant le leadership que la base de ces groupes s'est progressivement endogénéisé. Ce constat témoigne de la capacité d'adaptation et de résilience des groupes, et ce constat devrait nous interpeller sur l'efficacité de nos réponses
tant pour contrer l'action de ces groupes que pour la prévenir, et peut-être surtout pour la prévenir. C'est d'ailleurs le thème qui nous rassemble aujourd'hui, mais il est important de rappeler que les États de la région sont pour la plupart confrontés aux deux phénomènes à la fois, c'est-à-dire qu'ils doivent prévenir en même temps qu'ils contrent. En ce sens, les conversations régionales et ces nombreuses activités satellites nous permettent de faire le point au moins une fois par année, et ce point, il est véritablement le bienvenu. Il m'a été demandé d'intervenir sur 2 points. D'abord, de signaler les recommandations qui émanent des conversations sur lesquelles les chercheurs, les universitaires, les think tanks peuvent agir, et d'orienter mes remarques sur des exemples concrets de bonnes pratiques qui ont été validées par des recherches menées par l'Institut d'études de sécurité. Et je souhaiterais le faire, Mahmoud, en 5 minutes, avant de sentir ton souffle chaud sur ma nuque, et en 4 points. Le premier point que je voudrais mettre de l'avant, c'est l'urgence de continuer à générer des données empiriques supplémentaires sur des contextes spécifiques, de façon à combler les angles morts dans notre compréhension du phénomène, et véritablement de faire en sorte que ces données soient accessibles à ceux qui élaborent les politiques et qui élaborent les stratégies pour essayer de prévenir le phénomène. Et il me semble qu'il y a des angles morts assez précis qui peuvent être identifiés et sur lesquels certains centres de recherche, dont l'Institut d'études de sécurité, travaillent déjà. Et j'ai à l'esprit les logiques d'engagement dans les groupes, mais aussi les stratégies qu'ont développées des personnes qui ont été approchées par des recruteurs et qui ont réussi à résister. Je pense aussi à des travaux supplémentaires sur la place et le rôle des femmes dans ces groupes. Je pense à des travaux sur l'imbrication des différents types de menaces, l'extrémisme violent, la criminalité organisée transnationale et les conflits intra- et intercommunautaires notamment. Il me semble que des travaux supplémentaires sur l'efficacité des mesures et donc sur les moyens de suivi et d'évaluation des travaux ou des actions liées à la prévention de l'extrémisme violent sont absolument nécessaires. Le deuxième point que je voudrais mettre de l'avant, sur lequel il me semble que les centres de recherche peuvent agir, c'est l'importance de connecter les échelles. Et je m'explique. Ceux qui ont l'information de première main sur cette problématique sont souvent des personnes qui se trouvent dans des coins isolés de nos États. Des personnes qui n'ont pas accès aux micros et qui n'ont pas non plus accès aux plateformes au niveau des capitales nationales pour faire valoir leur point de vue. Ce décalage contribue à approfondir le fossé entre les populations victimes du phénomène et parfois actrices malgré elles, et l'État, en particulier quand le phénomène se manifeste dans des zones où l'État est absent ou où sa présence est jugée néfaste. Il est donc urgent de ne pas simplement chercher à restaurer l'autorité de l'État, mais aussi de chercher à restaurer son utilité aux yeux des populations concernées. Le troisième point que je souhaiterais mettre de l'avant, si le modérateur m'en donne l'occasion, c'est l'importance de prendre le temps d'écouter et d'apprendre des récits de vie de personnes ex-engagées. Ces récits de vie fournissent une foule d'informations utiles, pas seulement sur les stratégies de recrutement déployées par les groupes et leur mode opératoire, mais aussi sur les logiques individuelles et collectives qui poussent un certain nombre de personnes dans les rangs des groupes extrémistes violents. De porter une attention particulière à ces récits permet d'avoir des éléments supplémentaires sur la façon de prévenir ou de limiter l'engagement, de faciliter ou de favoriser la sortie de personnes qui sont déjà engagées et d'éviter les risques de réengagement multiples qui malheureusement sont une réalité. Dans le type de travail de documentation que nous faisons, nous nous rendons compte que des gens passent parfois d'un groupe extrémiste violent à l'autre, parfois en passant même par par des groupes qui se qualifient de groupes d'autodéfense. Finalement, le dernier point, Monsieur le Président, sur lequel je souhaiterais insister, c'est l'importance de manier habilement le discours des droits de l'homme et de le compléter avec un appui à l'analyse contextuelle de la menace. Et en particulier, là, je pense dans notre dialogue avec les forces de défense et de sécurité. Les travaux sur ce thème montrent que les comportements abusifs et les violations de droits de l'homme de la part des forces de défense et de sécurité poussent des personnes supplémentaires à rejoindre les rangs des groupes extrémistes.
D'où l'importance, comme le rappelle d'ailleurs le rapport des conversations, de corriger et de réprimer les comportements abusifs. Pourtant, engager le dialogue avec les FDS uniquement sur le terrain des droits de l'homme peut avoir l'effet contraire à l'effet recherché. Et je suis sûre que vous avez, comme moi, entendu parler du maquillage grossier ou des fois très habile qui a été fait dans le cadre de violations massives de droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité dans la zone du Sahel. Dans ce contexte, il est important de comprendre les difficultés auxquelles les forces de défense et de sécurité font face dans l'exercice de leur mission. Et nous avons cherché à le faire en créant des cadres d'échange informels avec un certain nombre d'acteurs nationaux et régionaux, de façon à d'abord aborder cette question pas seulement d'un point de vue normatif, mais véritablement en permettant aux acteurs des forces de défense et de sécurité de déconstruire l'ennemi, de prendre la mesure de la complexité de la menace, de l'imbrication des menaces et des risques liés aux erreurs de ciblage. Ce type d'approche a permis de créer des cadres très constructifs de dialogue dans lesquels les FDS ont exprimé leurs difficultés. Et je vous donne un exemple sur lequel je voudrais clore mon intervention d'un haut commandant militaire dans la zone du Liptako-Gourma qui nous disait « Nous avons pour seul outil notre fusil. Nous nous tenons au bord d'un étang dans lequel il y a des carpes et des silures, et il nous est demandé de tuer uniquement les silures. Il nous faut, pour le faire, déposer nos armes, entrer dans l'étang, faire le tri et savoir nager. » Et je pense que cette phrase montre toute la difficulté d'abord du mandat qui est confié à ces forces, qui n'est parfois pas réaliste, des limitations liées à l'outil militaire et aux besoins d'action qui accompagnent l'action militaire pour ne pas qu'elle soit une fin en soi et pour que des stratégies en matière de développement, en matière d'appui supplémentaires soient véritablement mises en place. Et je vous remercie de votre aimable attention. C'est nous qui vous remercions. Moi qui pensais avoir bien maîtrisé la langue française, je viens de découvrir des lacunes dans mes connaissances et surtout l'usage de l'endogénisation du phénomène. C'est quand même quelque chose de très important et très pertinent. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui s'implante. Et par conséquent, ça a une implication très concrète sur les réponses et les politiques. L'autre mot que j'ai appris et que j'appréciais et que sur lesquels les chercheurs peuvent nous éclairer, et vous en avez eu, c'est les angles morts de notre compréhension. C'est bien dit. Entre autres, pourquoi il y a des gens qui résistent aux recruteurs. C'est quand même un sujet qui mérite d'être investigué, aussi bien que le genre de stratégie, la façon dont on fait prévaloir l'importance des droits de l'homme auprès des forces de défense et de sécurité, pour que ça n'ait pas l'effet contraire. C'est très pertinent. Je vous remercie. Je donne à présent la parole à M. Larry Bello-Larty, qui est le représentant spécial de l'Union africaine chargé de la lutte contre le terrorisme et de la coopération et directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme qui relève de l'Union africaine et dont le siège est à Alger. Vous avez la parole, Larry. Thank you very much, Ambassador Yusuf. Your Excellency, Dr. Ivan Chambers, the representative of the government of Switzerland, Your Excellencies, other panel members. In the tradition of the conversations that we've been having, I would, and in view of the short time that we have, I would want to raise a few issues just to provoke discussion and possible causes of action. There are several factors which are intricately intertwined
which inform what is happening in the Sahel so far as violent extremism is concerned. And there are so many stakeholders, including influencers from outside the region. Very influential, issues from outside the region. First of all, I like us to look at the ground that we are talking about. From a particular perspective, it is important to remember that the area we are talking about, the Sahel, is where we have had the trans-Saharan trade routes. And these routes date back to thousands of years. And it is through these routes that trade, went on between, the west of Africa, through the Maghreb, through the land, Middle East, and also into Europe. Those routes are still there. They have been improved, and they are being used. That is very important. The whole issue of violent extremism in the area needs to be linked to that, in as much as who now control those routes and what are they using those routes for. Then it begins to become clear that there is a big criminal economy that is being run using these routes. And it is not just violent extremism per se, but that it is the running of an economy and using force to ensure that the benefits that are derived from the use of these routes can be sustained. This is a point that came out during our discussions in all years. And it is important that we continue to examine that and see how we can address why have those routes gone into the hands of certain people? And what are the governments in those areas doing about those routes? I will leave that for further discussion. Now, the other issue I want to quickly look at is the issue of governance. Now, we are always talking about good governance, bad governance, but let's put our finger on it. What exactly are we talking about when we talk about governance? Perhaps we are talking about justice and impunity. Perhaps we are talking about exclusion, marginalization, and hopelessness. Perhaps we are talking about lack of opportunity and things like that. And yes, the existence of these things in the countries within the Sahel have their implications. And therefore, the issue of good governance is at the center of it, and it needs a little more examination as to, what governance systems are there. When we look at the issue of exclusion, for instance, marginalization, then we begin to look at what is the structure of governance. Does the governance structure really go down to the community level? Are the communities really involved in what decisions are taken by those who have political power? And those are important issues if we really want to address the issue of violent extremism. Because when people feel some hopelessness, they will, as the animalistic instinct in them will tell them that they will have to defend themselves and for themselves in whatever way they can. Perhaps join the criminal economy with the violent extremists who are now controlling those routes, or do something to fend for themselves because they feel excluded. Along those lines, I'd like to talk about the issue of national security. Yes, national security. We need to look at it. What exactly is this whole thing about national security about? We came from the Westphalian concept of national security, and in Africa today is being used as a tool for various ways of doing things. So national security can bring about a lot of impunity. No, you don't need to know this. This is about national security. Keep quiet. Now, the issue today, the thinking today is that, particularly in Africa, this concept of national security needs to be looked at, and it has changed. Because national security, by way of the Westphalian concept of protecting the territory and territorial integrity and non-interference, is all a means of protecting the people. Providing the people, providing for the people, and ensuring that they have a life in dignity. So if we cannot do that, and we are going to use national security as a tool to suppress the people, then we should expect a reaction. Because then the local communities are going to stand up, and they might not be on the side of the government. They could as well be on the side of the extremists and the violent, the terrorist groups. Because those terrorist groups, after they run their criminal economy, might come and provide them with a generator in the village and provide them with some light. They might drill a borehole, and that is happening.
they might drill a borehole for them to have water. The government has been sitting down for ages. No borehole, no water, nothing. Hopelessness. I said I would just raise a few issues so I can provoke discussion. Let me end by talking about the last issue. The last issue is that it is not for lack of a counterterrorism or prevention of violent extremism framework within the African Union. It's elaborate. They have so many. It is the implementation. And for instance, in 2014, the heads of state of Africa adopted the African Charter for the Values and Principles of Decentralization, Local Governance, and Local Development. That was in 2014. They require 15 member states to ratify that so that it could come into effect. Up till now, we have only 3 countries that have ratified. There is need to lobby African governments to ratify this. Because from the point of view of our center, the implementation of this charter is at the basis of addressing the issue of governance and inclusion of local communities. Let me end there. Perhaps during the discussion, we could say a few more. Thank you, sir. Thank you very much, Terry. I did not expect you to be less provocative, so I appreciate it, and we have enjoyed very much your interventions in Algiers. And I particularly like the way you describe what we mean when we talk about good governance. I also liked how you've invited us to question some of the powerful assumptions that have informed our understanding of national security. Security for whom? For the state? For the people? Good question. And last but not least is your call to activate, or at least attempt to activate, so many of these frameworks relating to governance, and particularly the one of 2014. And it's really sad that only 3 of the minimum requirement of 15 have ratified this convention. A lot of messages from what you shared with us. I thank you. It's my pleasure now, last but not least, to give the floor to ma compatriote, Zine Khalifa, directrice exécutive de l'ONG Mobdioun en Tunisie, et qui a aussi récemment été sélectionnée dans le cadre du programme de la Fondation Obama à l'Université de Columbia, ici à New York. Je me réjouis de lui donner la parole. Merci, Si Mahmoud. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience en tant que directrice exécutive et fondatrice de l'association Mobdioun, qui signifie créatif, qui signifie créatif en arabe. Mais avant de vous parler de l'importance du rôle de la société civile dans la prévention de l'extrémisme violent et de l'importance de la collaboration, voire de l'alliance de la société civile et du gouvernement dans cette lutte, j'aimerais vous parler d'abord de l'histoire de Shehin. Shehin est un jeune homme de 16 ans que j'ai rencontré il y a 4 ans grâce à un post Facebook qu'il a partagé et qui est arrivé sur mon mur. Shehin, dans ce post, m'a interpellée parce qu'il parlait de son expérience et du moment où il a failli basculer, devenir un combattant djihadiste 15 ans en arrière pendant la Deuxième Guerre du Golfe. Il a accepté de prendre un café avec moi et de partager son histoire. Il était à l'époque un adolescent turbulent, intelligent, mais trop indiscipliné, selon le regard de ses professeurs. Il a été renvoyé plusieurs fois de l'école, et donc il avait abandonné finalement son cursus scolaire. Il aimait beaucoup lire, il lisait le Coran avec son grand-père, qui était son repère, le centre de sa vie qui était un peu chaotique et très monotone. Monotone parce qu'il habitait dans un quartier populaire où les infrastructures culturelles et sportives qui étaient en place étaient désuètes, has-been. Donc, le jour où son grand-père est mort, son monde a basculé parce qu'il s'est retrouvé seul et perdu. Pour essayer de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de son grand-père, il a commencé à fréquenter la mosquée du quartier. Là, il a trouvé un groupe de jeunes et de moins jeunes qui restaient tard après la prière pour lire le Coran. Donc pour lui, c'était réconfortant.
C'était réconfortant et il a trouvé aussi des débats intellectuels qui l'interpellaient. Ces débats concernaient la guerre du Golfe. Et il se disait, j'ai enfin trouvé un groupe de jeunes qui ne sont pas insensibles au sort de mes sœurs et de mes frères dans un autre pays musulman, même s'ils vivent très loin de chez nous. Donc finalement, de fil en aiguille, ils ont commencé à parler de s'impliquer dans la lutte armée en Irak et ils se préparaient déjà à partir au djihad. Un jour, son père a décidé de le réinscrire à l'école. Il avait économisé et avait décidé de le mettre de force dans une école privée qui reprenait comme lui les enfants, les élèves en échec scolaire. Donc, bon gré mal gré, il a dû y aller. Et depuis ce jour, tout a changé pour lui. Il a d'abord retrouvé un jeune homme de son âge qui aimait beaucoup la lecture, qui aimait beaucoup la langue arabe, mais qui l'a introduit à la poésie, qu'il ne connaissait pas, la poésie en arabe. Il a aussi rencontré cette professeure de philosophie, où il y avait tous ces débats intellectuels en classe, et qui, comprenant son intérêt pour ce qui se passait pendant la guerre du Golfe, l'a invité à créer des débats dans la classe à ce sujet-là. Donc ce jour-là, en fait, depuis ce jour-là, Shaheen est devenu un jeune homme qui doutait finalement de toutes les préparations pour le djihad. Le jour où quelqu'un est venu lui murmurer à l'oreille que c'était le temps de partir, il ne savait plus quoi faire. Il a demandé conseil auprès de son ami poète, qui lui a dit « Si tu pars au djihad aujourd'hui, qui va rester pour l'art et la culture? Les gens doués comme toi, si on abandonne, ce sera le chaos. » Shaheen, à ce moment-là, a décidé de ne plus partir, il n'avait plus de doute. Il a compris que son rôle était différent, qu'il pouvait utiliser son talent artistique, son don pour l'écriture, pour aider d'autres jeunes comme lui. Donc non seulement il n'est pas parti au djihad en Irak, mais il a aussi décidé de devenir un professeur en art plastique. Et il a commencé à enseigner aussi aux jeunes cette passion pour l'art et pour la poésie. L'histoire de Shaheen et d'autres jeunes de son âge, et encore plus jeunes, des adolescents, c'est ce qui m'a convaincue pour créer Mobdirun Creative Youth, et de travailler avec les jeunes pour les écouter et comprendre les raisons profondes de la radicalisation. Shaheen a accepté de me parler parce que j'avais son âge et qu'il pouvait s'identifier à moi, parce que je ne pouvais pas représenter une menace, je n'étais pas le gouvernement qu'il considère qu'il avait laissé tomber. Tous ses amis qui étaient avec lui dans le groupe de mosquée, à l'époque, sont partis en Irak, sont morts ou ont été emprisonnés par le régime de Ben Ali à l'époque. Ils ont subi des tortures horribles et ils sont complètement transformés. Donc aujourd'hui, le rôle de la société civile est aussi crucial que ça. C'est-à-dire on a la confiance des jeunes vulnérables qui peuvent être sensibles aux discours radicaux, qui peuvent être attirés par d'autres projets qui sont violents. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui, et c'est un appel que je lance à l'audience et aux participants qui représentent des gouvernements qui sont dans leur position d'organisation internationale, qui doivent nous aider à plaider la cause de la société civile, parce qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on peut parler librement et défendre le rôle qu'on joue auprès de ces jeunes, il y a des lois dans nos pays qui sont en train d'être faites pour restreindre l'espace que nous avons, le peu de liberté et d'indépendance que nous avons pour aller dans les zones marginalisées, rurales ou urbaines, et d'atteindre ces populations vulnérables. Donc je lance cet appel pour soutenir l'espace de la société civile et je vous remercie pour votre attention. C'est moi, merci pour m'avoir convaincu de commencer vos propos par cette histoire-là. Vraiment, elle est très parlante et très éloquente. Ce que je retiens, au moins deux choses. La première chose, c'est l'importance d'introduire dans l'éducation le débat, le questionnement. L'autre, c'est l'importance de l'art et de la culture. Et le troisième point, le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute pour comprendre, pas seulement pour résoudre ou aider, est fondamental dans cette entreprise-là. Écoutez, chers amis, il nous reste à peine 15 minutes.
Donc j'ouvre le débat à la salle et à celui ou celle qui veut prendre la parole et poser des questions à nos chers et distingués panélistes. La parole est à vous. Je vous préviens, je suis venu préparé avec des questions. Donc, je vais patienter quelques moments. Voilà. Une personne là, la deuxième là-bas, le microphone pour cette dame. Et puis tout à fait, docteur Yael. Merci pour vos interventions. Maya Itamou, Réseau à vivre pour la protection des femmes et des enfants, Alger. Donc ma question s'adresse à l'ensemble du panel et concerne les mesures à prendre pour lutter contre les entités non étatiques qui sévissent, comme vous l'avez dit, dans la région du Sahel et qui sont très impliquées dans les flux de trafic et de contrebande. En particulier, quelles sont les mesures concrètes à prendre pour arrêter le financement de ces entités et y compris afin que les firmes transnationales arrêtent de négocier les investissements avec ce type de groupe, justement. Merci. Merci beaucoup. Tout à fait au fond à droite. Yeah. Ah, you have it. Sorry, I will have to speak English. You're forgiven. Thank you. Clearly, the issue is multidimensional in every way. From government to civil society, from local to national to international. But I wanted to ask, what are you doing for victims of terrorism in your different jurisdictions? Also, do they have a role in prevention after you have taken provided them with care? Thank you. Thank you. We have time for one more question. The lady in front of you, please. All right. Good day. So I grew up in a region that was affected by... Could you tell us your name? And my name is Naomi Epoki. I come from Nigeria. My work has more to do with peace building and educating the victims of terrorism in Nigeria. And as the country works towards creating peaceful and a more stable society for everyone, I am one of those members of civil society that helps to foster peace building in my nation. And yeah, I was just following up with her question on what you're doing for victims of terrorism and for people like us who work with our own personal resources to make this possible. To, like, personally, I provide access to quality education for children who suffer from terrorism or whose parents were killed during crisis. So what kind of support do you provide for people who go out of their way with their personal resources? Because it's quite hard for someone like me to actually get the support I need. So I just work with other youths and then we work hard to make this happen. So how do you help people who do this personally? And I know a couple of others who do so out of their own resources. Thank you. Thank you very much. Monsieur Anako, je ne sais pas si vous avez suivi les questions qui nous ont été posées. Je souhaiterais donner à chaque intervenant une petite minute pour soit répondre, soit réagir. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole et réagir à une ou l'autre question que vous avez dû entendre? Pas forcément, c'est-à-dire, je n'ai pas compris les deux derniers intervenants, je n'ai pas bien compris, comme ils se sont exprimés en anglais. Peut-être une des questions à laquelle vous pouvez peut-être répondre, c'est
dans toutes les réponses que nous avons préconisées, on a tendance à négliger ou oublier les victimes du terrorisme. Oui, les victimes, effectivement, nous avons tendance à oublier les victimes du terrorisme parce que c'est ce genre d'espace qui peut faire des recommandations fortes à l'endroit des États, à l'endroit des Nations Unies. Parce que il y a une frange importante de la population, effectivement, qui se sent exclue de ces processus donc de prévention, de réconciliation, etc., etc. Il y a des gens qui ont perdu il y a des gens qui ont perdu toute leur vie dans ces phénomènes du terrorisme, mais effectivement, on ne fait pas cas de ce genre de personnes. Peut-être c'est à la société civile. Tout à l'heure, j'ai écouté ma sœur tunisienne donner un exemple par rapport à ce garçon-là qui n'a pas voulu aller dans le terrorisme, dans les groupes djihadistes, parce qu'il a compris qu'il faut faire autre chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on doit faire à ces personnes? Moi, je pense que ça, c'est il faut oublier la justice. Je vous remercie. La justice. Je vous remercie, Excellence. Ainsi, ils peuvent peut-être avoir un rôle dans la prévention. I will now give the floor to the panelists. Je vous donne chacun une petite minute pour répondre à ces questions, les entités non étatiques et le rôle que peuvent ou pourraient jouer les victimes dans la prévention, ou tout autre commentaire que vous aimeriez, avec lequel vous aimeriez conclure. Donc, ambassadeur Riach, je vous donne la parole, une petite minute s'il vous plaît. Merci. Je ferai deux commentaires. Le premier sur la lutte contre le financement du terrorisme. Je crois nous nous concentrons sur l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest est une région où se développe le crime organisé qui exploite, qui mobilise d'énormes ressources. Il y a de tout. Je ne vais pas faire le listing. Le GAFI, l'équivalent du GAFI pour la région de l'Afrique de l'Ouest, on a recensé 11 sources, auxquelles il faut ajouter la migration illégale qui est aujourd'hui un commerce florissant, exploité en partie par les groupes terroristes. Maintenant, que faire face à cela? Il y a les lois nationales, bien sûr, il y a les résolutions du Conseil de sécurité, il y a le droit international, mais ce que la réalité internationale montre, c'est qu'il y a beaucoup de failles, énormément de failles et beaucoup à faire. D'où nous-mêmes, en tant qu'Algérie, nous avons organisé au mois d'avril dernier une conférence africaine sur la question du financement du terrorisme. Nous pensons qu'il y a énormément de travail de recherche et un travail législatif et surtout de sensibilisation à faire pour améliorer la lutte contre la connexion crime organisé terrorisme. Il y a eu également à Paris une conférence internationale à l'échelle globale. C'est une question qui préoccupe la communauté internationale. Pour ce qui est des victimes du terrorisme, je crois que je peux parler de mon pays. Nous avons adopté une approche très simple qui fait que de toutes les victimes du terrorisme, des victimes au regard de la loi. Je m'explique. Les enfants, la femme, les parents d'un terroriste sont des victimes du terrorisme. Ils sont traités sur un pied d'égalité avec les victimes, l'épouse ou les enfants ou ceux qui ont été meurtris par les terroristes. La finalité de l'exercice, c'est de couper court
à la chaîne de transmission du terrorisme. Et Dieu merci, ça a fonctionné. Si vous permettez, je peux donner juste un exemple. J'étais dans une réunion où j'expliquais un peu ce qu'est la réconciliation nationale à des partenaires. Et il y avait avec moi un fonctionnaire d'une de nos ambassades. Lorsque nous avons quitté la scène, il m'a dit, Monsieur l'ambassadeur, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur la réconciliation nationale. Je dis, pourquoi? Il me dit, moi, mon père a été policier, il a été assassiné par les groupes terroristes. Et le jour où nous allions, en 2005, voter pour la réconciliation nationale, nous avons décidé, moi et mes deux frères, de voter contre. Et la veille du vote, notre mère nous a réunis et nous a dit, vous voterez pour la réconciliation nationale. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'autres veuves, qu'il n'y ait pas d'autres orphelins. Et pour ce qui est du reste, l'histoire jugera. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Le rôle des mères et des femmes, très important. Je vous donne la parole et peut-être, et puis après, vous, pour répondre à la question de la jeune dame qui demande qui va aider ceux qui aident et qui ont tellement de moyens très limités, surtout pour aider les victimes. Alors, s'il y a des victimes, c'est parce que la prévention a échoué. Je pense que c'est un des points clés. Les conséquences liées à l'action des groupes extrémistes violents sont extrêmement coûteuses financièrement et humainement. Et je pense que c'est là tout l'intérêt d'investir dans la prévention. Comme je le disais, malheureusement, maintenant, il faut être sur les deux fronts à la fois. Et dans ce contexte, l'impact multiforme de ces groupes sur la vie des communautés souligne bien le travail qui doit être fait en matière de réparation et en matière de réconciliation. Et je pense que l'ambassadeur Riach en a déjà parlé. Maintenant, concrètement, puisque vous nous avez demandé ce qu'on fait, nous, directement, et je salue au passage la présence de mes collègues du bureau de l'ISS à Pretoria qui sont assis tout au fond, et en particulier Alan Gary, qui est le spécialiste des questions d'appui aux différents systèmes de justice. Les systèmes de justice sont complètement dépassés par le phénomène. Ils doivent gérer des quantités de dossiers, à la fois de victimes et de personnes qui sont accusées de terrorisme ou présumées terroristes, des gens qui parfois se sont simplement retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment, mais qui sont quand même emprisonnés pendant de nombreuses années et qui deviennent elles aussi, par la force des choses, des victimes. Et donc l'appui au système juridique est fondamental dans le contexte actuel, de façon à doter les différents acteurs de ces systèmes des compétences et des capacités nécessaires à faire leur travail sans créer des injustices supplémentaires qui pourraient approfondir le problème. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. Larry, I'll give you the floor next. Thank you, Ambassador. Well, on the issue of measures to stop transnational organized crime, well, very, very difficult, very challenging thing. But the point is that some of these groups are controlling territory. So the deployment of the G5 Sahel, seeks to address that, to deny them that territory. But it's important that we understand that, you see, that has become a way of life. Our friend from Agadez will tell you that in Agadez it is normal to buy a pickup and pick 5 people and carry them to the border. It's for trafficking, and that's how you earn your money. That is your way of life, because there is no opportunity. So it means that we have to build opportunity for the people. It is normal for somebody in Mali to smuggle some cigarettes and see how he can send them to the Maghreb. And that is his way of life. And these things have become part and parcel of the ways of life of the people. And you see, all these people who are smuggling are using the routes which are controlled by these violent extremist groups. So they get their tariff, they get some money from them, they tax them, and they get by. So there is a lot that needs to be done. And don't forget, there are very influential persons in society who are engaged in this transnational organized crime.
It's not just, you know, simple people who are doing this. Some of them have big influence in government. The issue of victims, yes. What we are doing from the center or from the African Union is that we are assisting all, there is an African Union model law for counterterrorism, and we are using this law to help individual member states to write their counterterrorism legislation. And in this legislation, you know, it is stipulated how victims should be treated. Now, beyond that, after the legislation, then the various countries come up with their counterterrorism strategies, and then out of that, they come up with their action plans for prevention of violent extremism. As to assistance for those of you involved in the work in the field, I would advise that you liaise with the communities and help to strengthen the communities and work with the communities instead of working alone. Because it is important to work with the communities instead of going to work in the community as an individual. Because, for instance, at the African Union level, our target is to strengthen the communities and get the communities to be responsible for what happens within the community so far as the prevention effort is concerned. So I would, you know, ask that you become advocates for strengthening the community and working with the communities. Thank you, Larry, very much. Working with the community, not in the community. Omazine. Merci. J'aimerais répondre à 2 points. Le premier point, en fait, je remercie Monsieur l'ambassadeur de d'avoir précisé en fait les lois qui sont en train d'être mises en place, notamment la lutte contre le financement terroriste et le blanchiment d'argent, qui sont exactement les lois qui peuvent être utilisées également pour restreindre l'espace de la société civile. Et c'est là où la plus grande vigilance est demandée. Et en fait, l'idée, c'est bien sûr d'arrêter le financement des organisations terroristes, mais de ne pas mettre dans le même sac les organisations qui essayent d'aller travailler avec les communautés et les plus éloignées, les plus vulnérables. Voici le premier point. Le deuxième point, c'est comment aider les gens sur le terrain. Et je remercie la jeune qui a parlé dans l'audience du Nigeria. En fait, parfois, en fait, on demande aux jeunes et aux femmes d'aller dans des endroits où l'État ne peut pas. On le fait, mais avec des ressources extrêmement limitées et en mettant en risque nos propres personnes et les personnes avec lesquelles nous travaillons. Donc, d'abord, la flexibilité peut-être des donneurs pour essayer d'aider le plus possible les activistes qui vont sur le terrain, d'essayer de tester, de réajuster des initiatives qui sont innovantes, parce que comme l'a dit ma collègue, la prévention de l'extrémisme violent a échoué jusque-là, donc nous devons trouver de nouvelles manières de prévenir l'extrémisme violent. Et les activistes sont les jeunes et les femmes les plus courageux qui vont sur le terrain. Il faut les appuyer avec la flexibilité dans les moyens mis en place. Et les ressources également. Aujourd'hui, je vois, il y a des associations qui ont 3 000 $ par an pour travailler. Alors que les gouvernements ont des moyens immenses. Et encore une fois, si je reviens à la collaboration entre société civile et État, si on se voit vraiment comme des alliés, on peut avoir beaucoup plus de ressources et on peut avoir une stratégie commune de lutte contre l'extrémisme violent. Merci pour votre attention. C'est moi qui vous remercie. À toute bonne chose, une fin, et donc on arrive à la fin. Mais permettez-moi de vous transmettre 3 messages que j'ai recueillis de nos intervenants, qu'ils aimeraient que vous reteniez après avoir oublié tout ce que ça a été dit. Le premier, il faut promouvoir le dialogue, au sens large, un dialogue inclusif. Il faut impliquer la société civile. La société civile est un gisement qu'il faut exploiter et mobiliser. La société civile, c'est un partenaire. Une alliance avec la société civile est très importante. Mais il faut s'assurer que cette société civile demeure indépendante et veiller à ce que, au nom de la sécurisation ou la lutte contre le terrorisme, l'espace pour son action ne se restreigne pas. Et qu'on n'est pas en train de sacrifier sur l'autel de la sécurité la liberté d'expression. Deuxièmement, il faut travailler, œuvrer pour qu'il y ait la confiance entre l'État et les citoyens. La méfiance fait que les protagonistes extrémistes exploitent cette méfiance, exploitent cet écart
de confiance entre l'État et les citoyens et utilise cette fragilisation des relations, cette fragilisation de la cohésion sociale pour promouvoir leur action. Il faut que les réponses soient politiques, soient fondées sur les faits, soient fondées pas sur les peurs, car une politique qui est fondée sur les peurs, elle déplace le problème et parfois l'exacerbe. Dernier message, c'est le message de l'ambassadeur de l'air et de nous tous, la bonne gouvernance. C'est quoi? Et le message important, c'est de s'assurer qu'il y a des mesures efficaces d'arrêter l'impunité, de promouvoir la justice, d'inclure les communautés, de s'assurer que la gouvernance inclusive et surtout la gouvernance participative puisse être de mise. C'est ainsi qu'on peut qu'on peut réduire cette méfiance. Dernier point, il y a tellement de politiques, tellement de normes, tellement de conventions. Il faut s'assurer que nous tous puissions contribuer à les mettre en œuvre, et en particulier la charte africaine de décentralisation et de gouvernance locale. Voilà, on arrive à notre fin. Prière de vous joindre à moi pour remercier nos intervenants.